haja kajaumohuja te efrezo hanzari lawe hizani hamva wanyumeni wa mwenje wajua te efrezo ngujo mkaiziani mapano solaire hunumanga hamfano omwenje wa 6 kW ngojo balia mapano kume na maili habei hafif ya 5000 euro base. Omwenje wa 9 kW ngojo balia mapano kume na manane na nazian la zadunga habei ya 7000 euro. He karibo de borijola wa hizani wadzimana te efrezo wewanzao omwenje wa 12 kW te efrezo ngujohereya ubadzima na mapano 28 habe ya 9500 mapesa ya euro. Weulio ihomasiwani wajuhanta mapano solaire badzima na te efrezo ngojopara nambari ya simu inu 06 41 42 49 01. te efrezo ngujohereya mapano solaire hautaha mrulio kunu komor ya ukaiziewo hobo nyumba juu. Te efrezo hajusa umhono wajau wa ukaizia wanru ze kamera za video de surveillance zomalahoni rangu dahunu manga. Ulio iho komor uzitahao te efrezo ngujohereya ezana na te efrezo nguoniso ya uka ezana zinu hazontipia gizona garantie. Pour les sociétés professionnelles et les non professionnelles, vous pouvez contacter TF Réseau sur le 06 41 42 49 01. TF Réseau est disponible à vous accompagner. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Maître Fahmi Saïd Ibrahim, avocat, ancien ministre de la Justice, ancien ministre des Affaires étrangères, à 2 reprises député à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui membre du parti de l'opposition, le parti Djoua. Maître Fahmi Saïd Ibrahim, bonsoir et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Obeid. Cette année marque le 50aire du décès de votre père, le prince Saïd Ibrahim, figure majeure de l'histoire politique des Comores. Pourquoi tel important de commémorer cet événement cette année? D'abord, merci infiniment de m'avoir invité sur votre plateau. Il est toujours très difficile de parler de son père, alors que c'est un homme qui a joué un rôle important dans le pays, mais je vais tenter très brièvement d'expliquer qui il était. C'est un homme d'État comme vous l'avez relaté, un homme qui a, durant toute sa vie, il a consacré toute son existence pour les Comores, pour l'unité du pays, pour le développement des Comores, et c'est un homme qui était viscéralement attaché à son pays. C'est un patriote né, et tous les actes qu'il a posés tout au long de sa vie, il n'avait de cesse que de tenter de consolider l'unité nationale et de préparer l'avenir de notre pays et de notre nation. Et enfin, c'était un homme foncièrement religieux, c'était un musulman. Il avait une foi profonde en Dieu, il croyait en l'homme, et malheureusement, il a trop cru en l'homme, et ça lui a joué des tours politiques, parce qu'il n'a pas eu de réserve dans sa compréhension, dans la valeur qui devait être celle acquise et défendue par tout être humain. Donc il est un peu victime de cela, mais l'histoire aidant, je pense que tout le monde maintenant sait son parcours, ce qu'il a posé et son amour pour la nation. Et 50 ans, c'était important que l'on commémore afin que son mémoire ne disparaisse pas. Justement, on parle de mémoire. Quand on observe la situation actuelle, on a parfois le sentiment que son histoire a été oubliée par une partie des Comoriens. Partagez-vous ce constat? Oui, sans aucun doute. Vous savez, c'est un homme qui, en réalité, a gouverné dans l'exécutif comme président du Conseil en 2 ans et demi, mais
Je vais tenter très brièvement de relater un peu ce qu'il a posé comme acte. Il a créé une grande école d'administration publique qui a permis nombreux hauts magistrats d'aujourd'hui ont pu être formés grâce à cette Quelle école école surnommée malheureusement école Mafoupa Mal, qui était logée là où se trouvent les affaires étrangères actuelles. Beaucoup de magistrats, Madame Binti, me semble-t-il, à Bodo, ils sont nombreux à avoir été initiés dans le droit, dans cette administration. C'est un homme aussi qui a su plaider la cause comorienne, parce qu'à l'époque, la population comorienne représentait plus que la moitié de la population des dom-toms. Et malheureusement, nous étions les mal lotis et les dotations accordées aux Comores étaient infiniment moins importantes que les dotations données aux autres dom-toms. Et il a su plaider et entendu. Donc il a joué un grand rôle. Oui, alors, la route qui a fait le tour de l'île d'Ongazija, bitumée, c'était lui. Les premières routes goudronnées à Moélie, c'était lui. Les premières routes goudronnées à Mayotte, c'était lui. En jouant, il a contribué à faire des routes dans l'ensemble du pays. À Moélie, le premier lycée créé, c'était lui. Nombreux cadres supérieurs moéliens aujourd'hui, c'était grâce au prince Said Ibrahim qui a enfin cru en Moélie et respecté la population moélienne en dotant Moélie d'un minimum d'infrastructures. Mayotte, cette barge aujourd'hui utilisée, c'était le prince Ibrahim. Le barge utilisé aujourd'hui à Mayotte? Absolument, c'est le prince Ibrahim qui l'a initié, qui a investi. Alors on ne peut pas très sincèrement énumérer l'œuvre du programme réalisé, pas d'un programme écrit, mais de ce qu'il a pu faire en seulement 2 ans et demi. En 2 ans et demi, le prince Ibrahim a fait ce que nombreux chefs d'État ou nombreux hommes politiques comoriens n'ont pas pu réaliser. Donc il a un actif assez important dans le pays, sans parler de sa vision à long terme pour l'indépendance des Comores. Pour clôturer, c'est un homme qui... Il a joué un grand rôle dans l'indépendance des Comores? Oui, mais alors, lui, il avait une autre vision de l'indépendance des Comores. Il était convaincu qu'il faudrait préparer les Comores d'abord avant d'accéder à l'indépendance. Il était convaincu qu'il n'y a pas de... Et là, l'histoire lui donne totalement raison. Dans ses discours, dans son grand discours fait en 1970, quand il accédait à la présidence du Conseil du gouvernement, il a dit qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique. Et l'histoire lui a donné raison. C'est que le pays s'est nettement appauvri depuis. Le PIB, par tête d'habitant en 1975, est quasiment le même qu'aujourd'hui, alors que en tout cas par tête d'habitant, alors que malheureusement le pays aujourd'hui, heureusement, malgré la pression démographique, mais la population a quasiment triplé en 30 ans. Mais tout ça pour dire que c'était un visionnaire parce que il a voulu à la fois préserver l'identité des Comoriens, l'identité du pays, c'est un patriote, mais il a voulu aussi créer les fondamentaux pour préparer les Comores à l'accession à l'indépendance. Il ne voulait pas d'aventure. On attend justement l'aéroport Prince Said Ibrahim, il porte son nom. Alors, Est-ce que c'était parmi ses projets ou c'était juste... Oui, absolument. Absolument, c'est lui qui a initié ce projet. Et d'ailleurs, il a été vilipendé, accusé par la classe politique de l'époque, que le prince Said Ibrahim, l'aéroport de Moroni ne lui suffit pas, il veut un grand aéroport. Donc c'est un visionnaire qui avait une vision vraiment... Oui, non seulement il était visionnaire, mais il a tenté de réaliser certaines choses. Oui, cet aéroport, lui, il misait sur le tourisme. Moi, j'ai écouté un discours de 1971, me semble-t-il, où, dans ce discours, il parlait d'atouts des Comores sur le tourisme. La carte a joué. Il est allé très loin parce qu'il a parlé, nonobstant les investissements nécessaires, il a parlé même de la nécessité d'éduquer la population et savoir comment se comporter, se tenir vis-à-vis des étrangers. Il a été très loin parce qu'il avait compris que nous n'avions pas d'alternative que de jouer cette carte, mais encore faudrait-il que cette vision
soit réellement préparé et exécuté dans les meilleures conditions. Malheureusement, on n'a pas suivi. Il a parlé de tourisme en 1971 comme étant un vecteur majeur du développement des Comores. On aura l'occasion de venir sur son parcours dans une émission qu'on va justement parler de son parcours politique. Venons maintenant à l'actualité politique et au discours de nouvel an du président de la République, Azali Assoumani. Comment vous avez trouvé ce discours? Selon vous, l'année 2025 a-t-il permis au gouvernement de répondre aux besoins réels des Comoriens? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Il y a eu beaucoup de séminaires. Quand vous dites effets d'annonce, ça veut dire... Des annonces qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de séminaires. Il y a eu... mais rien concrètement ne s'est réalisé. À part les infrastructures, effectivement, et là, on ne peut pas non plus nier l'évidence. Il y a des routes qui sont réalisées, mais vous savez, il faut comprendre que le développement d'un pays ne passe pas d'abord par les infrastructures. Ça veut dire... Bien que les infrastructures soient indispensables au développement, il faut d'abord penser aux structures de l'État. Il faut apporter les vraies réformes structurelles avant de parler d'infrastructures. Or, malheureusement, quand on regarde le niveau du bac de l'année passée, le niveau était scandaleusement bas. Quand on voit le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui conçu, exécuté, le niveau est très 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 mauvais. Quand on regarde la santé publique, je pense que tout le monde s'aperçoit que la santé publique est quasiment privatisée, à part Dubaï, El Marouf, où ils prennent effectivement, ils interviennent dans des urgences absolues. Dans la majorité de la population, elle est laissée pour compte. Donc malheureusement, la santé publique privatisée, ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se faire soigner. Et même ceux qui vont dans le secteur privé, ils ne sont pas pris dans les règles de l'art et en tout cas dans le standard acceptable aujourd'hui dans le monde. L'année 2025 était un échec total pour le gouvernement d'Azali. Je ne dis pas total, mais je dis que 2025 comme 2024, très peu de choses ont été réellement réalisées. Mais au-delà de la réalisation matérielle, encore une fois, je reviens, il ne s'agit pas de parler de réalisation matérielle, d'infrastructure. J'aurais aimé qu'il y ait des réformes structurelles dans l'administration publique. Comme quoi, ils ont mis des réformes, hein. L'heure de sortie de travail, il y a certaines réformes qui ont été... qui a été apportées. Oui, non, c'est vrai. D'ailleurs, je vais être intellectuellement honnête, je soutiens ces horaires de travail parce que ce projet de loi, je l'avais moi-même soumis en 2016, mais malheureusement, ça n'a pas été accepté. Je crois que oui, c'est une manière... Mais c'est pas des horaires en soi qui font qu'une administration est performante ou pas. Oui, bien sûr, quand on travaille 8 heures au lieu de 7 heures, nécessairement en quantité, il y a 1 heure de plus, mais il faut aussi voir la qualité. Qui recrutons-nous dans l'administration publique? Comment imposer des obligations de résultats à nos administrateurs? Quel est le profil des recrutés de l'administration aujourd'hui? En fait, il faut rationaliser, il faut être sûr que nous recrutons les meilleurs. Et dans quelles conditions nous recrutons les meilleurs d'administration? Il y a la justice. Vous savez, un pays ne peut pas émerger, ne peut pas se développer réellement sans des réformes au niveau de l'institution judiciaire. Et donc aujourd'hui, on est encore loin de... Je pense qu'on est encore très loin du compte. Notre justice, malheureusement, elle n'est pas encore... elle est loin d'être au point. Il y a un dysfonctionnement. Quel dysfonctionnement? Alors... elle est loin du justiciable. Je pense que les Comoriens ne sont pas satisfaits. Faites vous-même un sondage. Regardez des plaintes qui n'aboutissent pas, des abus exercés, des affaires purement civiles ou commerciales qui sont traitées par la gendarmerie. Regardez, en fait, nous manquons encore de rigueur dans la manière d'administrer le droit. Attention, il y a des magistrats brillants. Ce n'est pas une question de compétence en soi, mais c'est une question... Il y a un dysfonctionnement de l'institution judiciaire, je pense. Je ne sais pas, il faudrait peut-être faire des assises sur la justice pour que
On en parle ouvertement parce qu'il n'y aura pas de développement. Vous savez, nous n'avons pas les ressources propres pour investir dans le développement de notre pays. Les investissements réels dépendent surtout des capacités à convaincre nos partenaires étrangers, pas forcément institutionnels, mais privés, à investir aux Comores. Or, aujourd'hui, il y a un environnement juridique qui n'est pas forcément propice à la sécurisation des investissements. Nous voyons beaucoup d'affaires, beaucoup de choses qui se passent qui, malheureusement, ne sont pas rassurantes. Alors, quand je parle de priorité, pour moi, c'est la santé, c'est la justice, c'est l'administration, c'est l'éducation. Vous savez, il n'y aura pas de développement possible si on ne prend pas en main la question de l'éducation nationale. Il faut que l'on choisisse les meilleurs enseignants dans le primaire pour enfin rompre avec ce cycle infernal qui fait que la majorité de la population... Aujourd'hui, le gouvernement se félicite qu'il paye les enseignants, il n'y a pas arriéré de salaire, tout ça, ce n'est pas des efforts à saluer. Si, mais en soi, ce n'est pas ce que l'on devrait rechercher. C'est la qualité, le niveau des enseignants qu'il faudrait aussi opérer un changement radical, être certain que les enseignants à qui on confie nos enfants dans les écoles primaires ont un niveau suffisant pour transmettre le savoir. Vous savez, la langue, quelle qu'elle soit, le français, l'anglais ou l'arabe, est un instrument fantastique d'apprentissage. Tu ne seras jamais un bon mathématicien, un bon physicien, si tu ne maîtrises pas une langue. Cela veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui... Il faut changer la langue. Non, il ne faut pas changer. Je dis tout simplement que malheureusement, on n'enseigne plus les langues aux jeunes Comoriens, à part ceux qui vont dans les 3-4 écoles privées. Ceux qui sont dans les écoles publiques, ils sont des ignorants. Il y a des jeunes bacheliers qui ne maîtrisent pas le français, ou l'arabe, ou l'anglais. Et quand un étudiant qui rentre en première année à la faculté, alors qu'il ne maîtrise pas une langue, il n'a aucune chance d'être médecin, d'être professeur de mathématiques ou faire de la physique, et encore moins de la physique quantique ou autre. Il faut que l'État comprenne qu'il y a urgence absolue à renforcer le niveau de l'éducation nationale pour que nous dotions nos enfants de moyens intellectuels pour pouvoir faire un apprentissage sur la science, sur l'histoire, sur les maths. Il y a eu des assises sur l'éducation, mais on ne sait pas qu'ils n'ont pas pris en compte les défis réels. Très honnêtement, je respecte ce qui a été fait, mais on est très loin du compte. On est très loin de la vraie réforme devant être mise en œuvre pour rompre avec ce niveau. Je pense qu'il faut identifier des professeurs, des vrais enseignants. Il faut arrêter de recruter des gens qui ont un niveau limite dans les primaires. Il faut que l'on comprenne que tout se joue dans les primaires, et il faut que dans les classes de primaire que l'on renforce et qu'on réfléchisse sur les conditions, sur les moyens à mettre en œuvre pour être sûr que ceux qui vont enseigner, ils vont transmettre au moins une maîtrise de la langue, arabe, anglais ou français, mais au moins qu'il y ait une vraie langue maîtrisée par nos enfants, ce qui est très loin d'être le cas. Revenons sur le discours du président. Le président parle de l'année du chantier sportif, l'année 2026. Est-ce que selon vous, c'est un signal fort, crédible pour relancer l'économie nationale, ou la priorité, c'est pas... On parle de jeu des îles 2027. D'abord, relancer l'économie, en réalité, je ne suis pas certain que ça soit tout à fait exact. L'ambition, oui, vous savez, dans le monde entier, quand les chantiers, la construction des immeubles, des routes, hôtels, quand ça fonctionne, l'économie fonctionne. Mais oui, dans l'absolu, c'est une bonne chose. Moi, je suis de ceux qui soutiennent les Jeux en 2027. J'espère que nous serons au rendez-vous. C'est l'image du pays que nous allons vendre dans le reste du monde. Je ne suis pas de ceux qui espèrent que l'on échoue. Je dis, c'est bien qu'il y ait ceci, mais c'est pas vrai. Tous ces chantiers, connaissez-vous combien d'entrepreneurs comoriens à qui ils ont obtenu de marché pour contribuer à ce développement d'infrastructures? Attention, je dis aussi que il faut être honnête, nous avons très peu
d'entreprises aussi capables de faire ce que les Chinois font aujourd'hui. Mais quand on veut parler d'une contribution dans la construction d'infrastructures d'un pays à travers cet argent investi, faudrait-il encore qu'il y ait des entreprises comoriennes qui participent. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce sont les Chinois qui construisent. Eux, ils vont obtenir les marchés, mais cet argent, ils vont le rapatrier ailleurs. Bon, mais je ne fais pas le procès des entreprises chinoises. Ils sont là, il n'y a pas d'entreprises comoriennes qui ont les mêmes compétences. Donc bon, c'est un fait. Alors, quand on dit que les Jeux, c'est un tremplin extraordinaire, oui, sans aucun doute. 2026, c'est l'année de chantier sportif. Oui, Le président oui, a martelé. Non, mais c'est pas si mal, c'est bien. Il y a des hôtels en construction, espérons. Moi, je prie Dieu pour que ça soit une réussite. Il y a ce stade qui va être remis en conformité. Il y a la grande piscine olympique, c'est une bonne chose. Il y a les hôtels en construction. Espérons que ceci aboutisse réellement avant le rendez-vous qui nous a été donné. Parlons un peu de la politique. Le 17 février prochain, les Comoriens sont appelés à se retrouver à Moëli pour un rendez-vous placé sur la chaîne de réconciliation nationale. Que vous espérez-vous cette initiative? Pensez-vous qu'il puisse réellement contribuer à apaiser les tensions politiques et sociales dans le pays? Alors, avec des amis, parce que ma position... J'ai pas compris. Avec des amis, nous discutons un peu sur cette question. Parce que Vous ne parlez pas au nom du parti de Djoua? Non, non, pas du tout, parce que je ne suis pas un élu de Djoua. Je suis quasiment exclu de la direction. Un ancien député? Oui, et puis je suis... Un élu je devrais théoriquement ou légalement être membre du Conseil politique national. Quand vous dites vous êtes exclu, ça veut dire... On ne m'associe pas trop, mais je ne me plains pas. La question n'est pas du tout là, puisqu'il y aura une assemblée générale qui arrive et probablement je serai... Mais la question n'est pas sur ma personne en soi. Je dis qu'avec des amis... Vous serez candidat aux élections? Probablement. Le secrétaire général? Oui, probablement. Mais là, nous parlons avec des amis, nous réfléchissons. Alors, la question qu'on doit se poser, parce que ce n'est pas une position seule dans le parti, nous sommes nombreux à réfléchir sur la question. Et quand on parle de réconciliation, c'est que forcément, il y a un conflit. Alors, y a-t-il un problème dans le pays? Il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés, il y a aussi... Alors, d'accord, mais dans ce cas-là, si on organise une rencontre de réconciliation, parce qu'on a fait le constat que... Je n'ai pas encore la formule ou ce qui va se passer à Moëli, mais le président a dit que le 17 février, il y aura une réconciliation. Oui, non, j'entends bien, j'entends bien. Je dis tout simplement que s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a un litige, un conflit. Alors, quel est ce litige? On nous dit que tout va très bien. OK. Alors, où il y a un litige, il y a un problème, il y a un conflit, ou il n'y en a pas. Pour moi, la paix règne dans le pays. La paix règne, quoi. Oui, on n'entend pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de sécession, il n'y a pas de conflit insulaire, Donc, dans ce contexte, je suis un peu perturbé avec les amis. Pourquoi parle-t-on de réconciliation nationale? Qui voulons-nous réconcilier? Identifions d'abord les gens pour qui nous voulons réconcilier. Une fois qu'on les aura identifiés, pour ceux qui sont en prison, on doit les libérer dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas réconcilier. Si on parle bien de ceux-là qui sont en prison, il faut les libérer d'abord, c'est des préalables. Donc il y a plein de questions qui doivent être théoriquement résolues avant de parler de réconciliation. Très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas, dans un pays où la situation économique, nous la connaissons, il y a un affaiblissement du pouvoir d'achat des Comoriens, où les gens n'ont rien à manger pour nombreux, le peuple qui a faim, quand un pays, des étudiants sont rentrés avec 2 mois de retard ou 3 mois de retard à l'université, quand on voit des pénuries de certains produits, quand dans un pays la priorité est ailleurs, où on n'a pas su rentabiliser une entreprise publique comme le Nicor, quand on voit des jeunes qui meurent. Moi, j'ai entendu un jeune qui a été obligé d'être évacué à Dar es Salaam pour un simple accident de la circulation. Il était amputé de son pied. Il a la vingtaine, ce jeune. Quand on sent ce dysfonctionnement au niveau de l'hôpital,
l'état de notre pays, je pense très honnêtement qu'il y a des priorités, beaucoup plus que ces grandes messes politiques. Grande messe politique. Oui, la réconciliation, C'est une les grande assises. messe. Oui, bon, je pense qu'il y a des priorités pour notre pays. Nos jeunes ont besoin d'avoir une visibilité sur leur avenir. On doit leur dire quel modèle nous voulons construire pour leur avenir. Nous devrions penser sur des questions majeures devant être posées aujourd'hui pour améliorer la vie des Comoriens. Je ne pense pas que l'état actuel de notre État, je ne pense pas que pour les Comoriens, c'est une priorité de parler d'assises, de réconciliation. Pourquoi pas, in fine, mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de gouverner. Je pense qu'il y a d'autres priorités, autrement, plus Que d'aller à importantes Moëli, aller s'asseoir que 2 jours, 3 jours. Voilà, sincèrement, je ne vois pas l'urgence, je ne vois pas l'utilité. Merci. Ces derniers temps, certains vous accusent d'avoir un discours hostile aux étrangers, voire de racisme, notamment sur la question du travail. Quelle est très clairement votre vision concernant les étrangers qui travaillent aux Comores et que répondiez-vous ceux qui vous accusent de racisme? Vous savez, d'abord, il faudrait qu'ils revisent la définition du mot racisme. Vous êtes anti les étrangers. Oui, mais étranger, c'est pas du racisme. C'est pas la race que je vise. Il y a les Comores est un métissage de plusieurs races. Donc il n'y a pas de race comorienne pour que l'on s'oppose à des races étrangères. Ils n'ont rien compris, cela. En revanche, que l'on m'accuse de faire du protectionnisme, vous savez, les relations internationales sont marquées par le principe de la réciprocité. Tous les pays du monde aujourd'hui n'acceptent pas que l'acte de commerce soit exercé par des étrangers. Ça veut dire que l'acte de commerce est un acte qui devrait être réservé aux nationaux. Parce que le commerce, c'est l'acquisition d'un bien, un bien où il n'y a aucune valeur ajoutée, mais c'est un acte d'achat et vous revendez. Donc il n'y a pas une plus-value, mais il n'y a pas une valeur ajoutée, mais une plus-value. Vous achetez un bien à 50 francs, vous la revendez à 100 francs. Donc là, vous ne créez rien, vous ne créez pas de richesse dans le pays. On devrait le réserver aux Comoriens, effectivement, et ça, je le dis depuis 20 ans. Parce que les Malgaches font la même chose. Aucun Comorien qui n'a pas de la nationalité malgache ne peut aller s'installer à Mabibo et vendre du poisson séché. Impossible. Aucun Comorien ne peut être autorisé à aller à Kariako, à Dar es Salaam, vendre, faire un acte de commerce. Vous avez entendu Souluhu, la présidente qui a fait injonction au sommet du commerce à intervenir pour interdire que des étrangers... C'est pour protéger... C'est pour protéger le commerce, qu'il soit réservé au seul Tanzanien. Les Seychellois, les Mauriciens, mais le monde entier fait la même chose, en tout cas dans la région, pour ne pas parler de monde, la région. Alors, pourquoi nous devrions-nous, très honnêtement, accepter que ceux de la région puissent venir faire ce que eux-mêmes interdisent aux Comoriens de faire chez eux? Mais pourquoi voulez-vous que ce soit un acte de xénophobie ou de racisme? Pourquoi les Tanzaniens, alors qu'ils le font depuis toujours, ils n'ont jamais été taxés par leur opposition de xénophobie ou de racisme? Ces gens-là, ils n'ont rien compris, votre vision. Mais ils n'ont strictement rien compris. J'ai vu l'ancien président de Chambre de commerce, il a été critique envers vos discours. Oui, bon, alors là, c'était un peu marrant quand on voit un président de la Chambre de commerce qui vient... Je parle de Fahmi Thabit. Hein. Oui, non, mais j'ai parfaitement compris. Mais comme vous n'avez pas cité le nom, je n'ai pas voulu le réciter non plus. Mais je crois que ça, c'est étonnant qu'un président de la Chambre de commerce, donc qui avait une vocation de défense des intérêts des commerçants, vienne tenir un discours totalement opposé à l'intérêt des commerçants comoriens. Mais... Vous parlez de Fahmi Thabit qui est contre et qui a pris sa plus belle plume pour me dénoncer, mais vous n'avez pas parlé de Shamsuddin qui lui a défendu. Vous n'avez pas parlé de
du président de la Sinako, chambre... Sinako Abdoubana aussi. Abdoubana, ou de la chambre d'Angazidia, où tous ces vrais patriotes commerçants, qui sont réellement des vrais commerçants, des vrais hommes d'affaires, et non pas des hommes d'affaires par opportunisme, mais des vrais hommes d'affaires qui sont là depuis 40 ans, qui ont compris l'intérêt de mon discours. Je pense que, bon, qu'il y ait certains qui font du patriotisme d'intérêt, je ne sais lequel d'ailleurs, mais... je salue ceux qui ont soutenu... Donc c'est pas du racisme ce que vous faites, mais pas plutôt du pour tout. protéger... C'est du protectionnisme économique, comme les Tanzaniens le font, les Malgaches le font, les Seychellois et Mauriciens. Je demande à ce que l'on fasse la même chose que nos voisins. Il n'y a aucune raison que les Comores deviennent la poubelle de l'océan Indien. Pourquoi on va accepter que n'importe qui puisse venir chez nous faire ce qu'il a envie de le faire. Le plus dangereux, c'est que ces étrangers, très souvent, ils sont protégés par des politiciens qui sont derrière eux et qui, eux, ont des intérêts. Donc il y a des politiciens qui tirent profit à, oui, sans aucun à cette doute. situation. Absolument, et ceci depuis 40 ans. Les grands hommes politiciens qui sont sur la place, ils ont très souvent des commerçants qui sont derrière, des protecteurs en quelque sorte. Et moi, je ne protège personne, je protège le Comorien, je protège les Comoriens. Les étrangers, qu'ils viennent, on va les accueillir à bras ouverts, mais qu'ils investissent beau sang, qu'ils amènent de l'argent, qu'ils créent des usines, qu'ils prennent nos enfants qui n'ont pas de travail. Il doit faire ce que le Comorien lambda n'arrive pas à faire. Absolument. Les Chinois nous annoncent un grand hôtel sur la corniche. Tant mieux, parce qu'aucun Comorien peut le faire. Si les Chinois peuvent le faire, je suis sûr qu'il y aura des cuisiniers comoriens, il y aura des femmes de chambre comoriennes, il y aura une dynamique économique qui sera créée à travers l'investissement chinois. Donc qu'ils fassent cela, les Chinois. Je ne suis pas contre, au contraire. S'il y a encore d'autres Chinois qui peuvent venir, tant mieux. Mais c'est comme ça qu'on doit développer les Comores, bon sang. Mais on ne doit pas quand même accepter que des gens viennent de Bangladesh ou de Bengale ou je ne sais où encore, au Yémen ou ailleurs, venir vendre des tomates au marché. Ça, on ne peut pas l'admettre quand même. Il faut que l'on fasse appel à notre bon sens. Et notre bon sens, c'est au moins que l'on défende les petits commerçants. Vous savez, il y a des gens qui viennent de New Makele, qui n'ont rien, des gens démunis. Ils viennent à Moroni depuis des années. Ils sont chez eux, aux Comores, à Moroni. Et ils font ce petit commerce. Ils amènent des brouettes, ils vont dans le fin fond de la Grande Comore. Mais que vont-ils faire si des Indiens étrangers ou des Arabes étrangers viennent chez nous et ils font la même chose que les gens de New Makele? Qu'allons-nous dire aux gens de New Makele? Qu'allons-nous réserver comme métier à ces pauvres gens qui sont venus de la pauvreté totale de l'Union Makele? Mais on doit quand même protéger certains secteurs, certains métiers réservés aux Comoriens. Et parmi les métiers que personnellement j'ai décelés comme étant importants à préserver et réserver aux Comoriens, c'est le commerce. Quel message envoyé au gouvernement justement sur ce que vous défendez aujourd'hui? Je pense que le gouvernement a compris. En tout cas, ce que j'ai entendu par les institutions des chambres de commerce de Gazidja, comment il s'appelle, qui a l'imprimerie Graphica, il a parfaitement compris. D'ailleurs, je crois qu'ils sont associés par le gouvernement à élaborer un projet de loi allant dans ce sens pour protéger le commerce. Et c'est une très bonne chose. Des gens sérieux comme lui, comme Shamsuddin, comme Mourad Bazi, comme ces gens sérieux, ces vrais hommes d'affaires. Eux, ils ont compris mon discours. Il n'y a que les hommes d'affaires de circonstances qui ne comprennent pas ce que je dis. Merci, maître. Nous continuons notre émission car il nous reste 2-3 questions avant de clôturer cet entretien. Vous critiquez régulièrement les conditions d'accueil et de traitement des Comoriens par les services consulaires français. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'état des relations entre les Comores et la France et comment interprétez-vous la décision récente de l'ambassade de transférer une partie des services de l'État hors des Comores, de l'État civil hors des Comores? Écoutez, sur la relation franco-comorienne, je veux être clair. Je suis de ceux qui militent pour qu'il y ait une relation assainie parce que en France, aujourd'hui, il y a 500 000 Comoriens. On ne peut pas avoir une relation avec la France comme on peut en avoir avec un autre pays. 500 000 Comoriens qui vivent en France, ce n'est pas rien. Et on doit être extrêmement prudent quand nous abordons cette question parce que je ne veux pas faire de la sensation et faire de l'anti-français primaire. Je suis
un homme lucide. Je sais que la relation avec la France, elle est particulière. Je sais qu'il y a des abus au détriment des Comores. Je sais qu'il y a une... Il y a des abus? Oui, absolument. Quand vous parlez des abus... Écoutez, dans la relation avec Paris, notamment ce transfert de traitement particulier, oui, enfin, abus entre guillemets, parce que c'est un pays souverain, la France, donc la France a le droit de le faire, mais je dis que je ne comprends pas toujours cette singularité quand il s'agit des Comores. Il y a toujours un traitement particulier réservé aux Comoriens quand il s'agit des Comores. Et c'est un peu gênant, parce que nous sommes francophiles, francophones, nous ne détestons pas du tout la France, ou je dirais même que pour certains parmi nous, nous l'aimons, mais nous voudrions aussi que cette même France nous respecte, et qu'elle respecte notre pays, et que l'on assainisse désormais la relation franco-comorienne pour que l'on puisse regarder un avenir commun dans l'intérêt des deux parties, dans le respect de nos deux pays et de nos deux peuples. Maintenant, oui, je dénonce très souvent ce que fait le consul. Je pense que le consul fait du zèle. Je crois que c'est quelqu'un de l'extrême droite et qui a une mission précise et qui malheureusement porte atteinte à long terme à l'image de la France et à la relation franco-comorienne. Parce qu'il y a un traitement très grave, il y a des visas refusés à des gens qui n'auraient jamais dû être refusés, enfin des visas auxquels jamais... Quand vous parlez de visas refusés, ils n'ont pas le droit de refuser des visas? Si, ils ont parfaitement le droit, mais je pense que quand même, on ne doit pas refuser le visa à un artiste qui a pignon sur rue, connu, apprécié, et que l'on refuse comme ça de donner un visa. Je vous donnerai un exemple. Humanicom, qui est une association humanitaire extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire. Ils ont sauvé pendant longtemps, pendant des décennies, des enfants handicapés, nés ou qui ont développé des pathologies impossibles à traiter aux Comores. Et là, il y a quelques mois, il y avait une jeune petite fille de 2-3 ans qui a développé cette pathologie, et Humanicom, à travers ses responsables, notamment Dr Nadjoua, ont saisi leurs partenaires français pour que cet enfant soit évacué et qu'il fasse les soins nécessaires. Ils ont refusé le visa, alors que la prise en charge était totale par des partenaires du Il répondait les critères normaux d'avoir un visa. Il a suivi les procédures normales. Mais c'est un enfant de 3 ans. C'est humanitaire, c'est Humanicom qui suivait la procédure. Toutes les garanties ont été données. Peut-être que le consul avait peur que cette fille de 3 ans fuit dans les métros de Paris. Oui, non, peut-être. C'est la seule raison que l'on puisse comprendre. Puisque tous les enfants qui ont été soignés en France, ils ont après été rapatriés aux Comores. Donc, il n'y a jamais eu d'incident. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce consul, justement, tout de suite, il a peut-être eu peur que cette fille de 3 ans puisse prendre la poudre de l'espampette et partir et fuir les services de l'immigration, peut-être. On nous parle aujourd'hui que le Comore est parmi les pays le plus élevé en matière de fraude dans toutes les ambassades de France, partout dans le monde. Est-ce que cette fermeté ne vient pas à cause de cela? Écoutez, qu'il y ait des fraudeurs, je ne pense pas que le Comorien soit plus fraudeur que les autres nationalités. Je ne veux pas croire que le Comorien est spécialement plus fraudeur. Donc cette politique de fermeté ne sont pas liées par rapport... Oui, bon, mais quand même, admettons que refuser le visa à une fille qui était prise en charge, une fille de 3 ans, c'est un excès extrêmement grave. Je ne vois pas que le consulat puisse déceler une irrégularité et qu'il refuse, je peux comprendre. Ça peut arriver. Mais très souvent, le consul se base sur des arguments superfétatoires. Les mariages de transcription aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de cela, les mariages oui, de transcription. Ils font tout pour que les Comoriens ne puissent pas venir ici. Mais cette affaire de Humanicom, de cette fille de 3 ans, très sincèrement, ça m'a chagriné. Parce que cette fille, elle est condamnée si elle ne vient pas en France pour se faire soigner. Et c'est d'autant que la prise en charge a été faite. Mais encore une fois, peut-être qu'ils avaient peur que cette fille se fasse la balle. Il manque d'humanité. L'humanisme n'est pas son fort. En fait, il traite telle une machine en face des Comoriens. Et ça, c'est pas normal. Il manque de respect. Je sais qu'il manque de respect à beaucoup de Comoriens. Il a... je crois, ce complexe de supériorité des colons
et qu'il développe. Il n'a aucun respect envers les Comoriens. Et tout ce qui est fait par les Comoriens est suspecté d'être un faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux. Il y a des fraudeurs, mais comme partout. Pas plus qu'en France ou dans d'autres pays, mais que systématiquement tout ce qui est fait par un Comorien ou par l'administration comorienne soit soupçonné d'être un faux, très honnêtement, on ne l'a jamais vu. Ou alors, il est hyper brillant, ce consul. C'est le seul consul qui a pu constater tout ceci, alors que depuis 40 ans, aucun consul n'a aussi maltraité des Comoriens. Et je crois qu'il faut aussi tenter de comprendre ce qui se passe. Je n'ai strictement rien contre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de zèle. Il fait du zèle et il a une volonté de nuire les Comoriens. Comme je l'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'un enfant de 3 ans qui a été pris en charge par Humanicom et le partenaire ici n'ait pas pu avoir un visa, un enfant. Donc, quand on ne peut pas favoriser qu'un enfant puisse avoir un visa et aller se faire soigner, peut-on dire que c'est quelqu'un qui est humain? Non. Ce même consul, il a des enfants, me semble-t-il, de bas âge. Il aurait pu comprendre que dès lors que toutes les prises en charge ont été développées. Je le dis parce que j'ai discuté avec les responsables du Manicom. Vous connaissez le dossier? Je connais parfaitement le dossier et ils sont choqués par le comportement du consul de France à Moroni. Et ça, on ne peut pas l'admettre, hein, on ne peut pas accepter qu'il y ait un mépris. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les responsables comoriens ne réagissent pas à propos du comportement de ce consul. Je ne suis pas du tout anti-français, hein, contrairement. Oui, justement, il y a certaines personnes ou certains politiques qui disent haut et fort qu'il est temps qu'on rompe les relations diplomatiques entre Moroni et Paris. Que répondez-vous à cela? Écoutez, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Ibrahima Lemzimba. Je respecte parfaitement ce que ce monsieur pense. Je ne partage pas du tout. D'ailleurs, je partage très peu de choses avec lui. Mais cette vision, je suis constant, personnellement. Vous êtes contre la rupture? Bien sûr que je suis contre la rupture. On ne peut pas envisager une rupture avec la France. On peut rompre sur certaines pratiques de la France-Afrique. Là, oui, on peut dire qu'on doit discuter pour que certains comportements... mais on doit faire attention, on ne doit pas mélanger entre l'État, le peuple, les nations et les gouvernements. C'est pas parce qu'il y a une faute politique la question de Mayotte, exercée tous par... les mois, plus de 100 personnes meurent dans la mer entre Oui, je pense qu'on peut faire une approche autre pour défendre nos intérêts. Mais comment peut-on trouver une solution si on rompt les relations avec eux? Si on ne peut pas se parler? Vous savez, une rupture de relations diplomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue possible. Alors comment peut-on discuter pour trouver des solutions? Comment allons-nous gérer les 500 000 franco-comoriens qui sont ici? Parmi eux, certains ne sont pas du tout français mais comoriens. Allons-nous prendre le risque d'exposer cette population comorienne en France sans une ambassade comorienne? Ça serait un risque majeur Je pense, parce que si on rompt les relations, ça veut dire que, ok, l'ambassade de France, on le fera partir, mais l'ambassadeur des Comores aussi partira. Donc les Comoriens iront où quand il y aura des documents pour évacuer les corps des personnes décédées ici, quand il y aura différentes formalités de Comoriens? Qu'allons-nous faire? 500 000 Comoriens, ce n'est pas 10 000 personnes, ce n'est pas 20 000, c'est 500 000 Comoriens d'après le monde, les statistiques du monde. Alors, on doit être très prudent quand il s'agit de relations diplomatiques, parce que ce n'est jamais une bonne chose, la rupture diplomatique. On a vu ce qui s'est passé avec le Qatar. Il faudrait faire très attention, ne pas faire de la démagogie, parce que je pense que nous avons des griefs contre la France, mais on doit discuter, on doit leur dire, on doit s'asseoir et discuter. Et on doit défendre fermement nos intérêts, mais pas aller jusqu'à prôner la rupture. Ceci étant, je respecte tous ceux qui pensent différemment de moi. Je pense que chacun a le droit de penser, de livrer sa vision. Ce n'est pas du tout la mienne. Il nous reste deux questions avant de terminer cet entretien. L'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est aujourd'hui détenu plus de 7 ans, soit 2788 jours de détention. Vous avez à plusieurs reprises appelé le président Azali de Assoumani à accorder une grâce sans réponse officielle du palais présidentiel.
Quel regard portez-vous sur cette détention qui se prolonge et le silence du pouvoir face à vos appels? Je suis attristé d'abord pour le président Sambi lui-même, parce que c'est le père d'enfants, de jeunes filles, garçons, être privé de la liberté de la sorte. J'ai une pensée particulière à son endroit, c'est triste. Mais au-delà du président Sambi, pour moi, je suis attristé pour mon pays. Je pense que ce précédent... Pour mon pays? Oui, pour les Comores. Je crois que c'est un précédent fâcheux et ce n'est pas de nature à concilier les Comores. Je pense d'ailleurs que si une conciliation doit se faire, ce serait à ce propos aussi. Donc si réellement on accepte qu'il y a un problème de par l'emprisonnement de certaines autorités, notamment politiques, comme Sambi ou Salami, il est temps dans ce cas-là que le président Azali entende un peu des gens comme nous qui sollicitons... Il y a un silence vraiment à Beti Salam sur cette question? Oui, malheureusement, il y a un silence, parce qu'il ne s'agit pas de parler, il s'agit d'agir maintenant. 7 ans, c'est énorme. Sambi est la seule personne qui n'a pas commis un crime, qui est restée si longtemps en prison. Qui n'a pas commis un crime. Aujourd'hui, le pouvoir l'accuse d'avoir détourné des milliards. Même la justice l'a condamné. Non. Je parlais de crime de sang. Ah, il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué. C'est la seule personne qui n'a pas tué une personne qui est restée si longtemps en prison. N'oublions pas que c'est quand même un président de la République, régulièrement élu. Il n'y a jamais eu de contestation sur son élection. Donc, je pense que c'est un peu excessif. C'est pourquoi, encore une fois, j'appelle à la sagesse des gouvernants. Je leur dis que le temps est venu pour que le président Sambi et Salami soient libérés. Et s'il y a une volonté de réconcilier... Il faut commencer par cela. Je pense, parce que s'il y a un problème sérieux qui crée un dysfonctionnement politique dans le pays, principalement, ça provient à cela, à cette privation de liberté. Et je crois que si réellement nous voulons... Qui a parlé de réconciliation nationale? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc forcément, il y a des motifs, mais je pense que parmi les motifs sérieux, c'est l'emprisonnement de Sambi et Salami. Je pense que leur libération, la grâce tant souhaitée, au premier rang duquel c'est moi, puisque je l'ai appelé à plusieurs reprises, je pense que ce serait un signal fort pour que tout le monde puisse se retrouver et parler d'avenir. Je crois qu'il est temps pour que l'on tourne la page et l'on crée les conditions de réelle réconciliation des cœurs des Comoriens. Nous avons des choses à faire pour l'avenir de ce pays. Avant de clore cet entretien, il me reste encore, on va parler un peu de l'actualité internationale. Plusieurs pays ont récemment reconnu la souveraineté de Maroc sur le Sahara, considérant qu'il fait partie intégrante du royaume. Vous avez longtemps soutenu cette position. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui la contestent jusqu'à maintenant? Vous savez, ils peuvent, c'est légitime, ceux qui contestent, ils peuvent continuer à contester. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Sahara, comme le Maroc, c'est un seul pays avant la colonisation. Le malheur du Maroc, c'est d'avoir été colonisé à la fois par la France et l'Espagne. Sinon, dans l'histoire du Sahara, il n'y a jamais eu un pays qui s'appelle Sahara. Donc c'est un seul pays. Il n'y a jamais eu un souverain sahraoui qui a régné et connu. Il n'y a jamais eu un territoire qui s'appelait le Sahara dans l'histoire du Sahara. Le Sahara a toujours été connu en revanche comme étant partie intégrante du Maroc. Et d'ailleurs, sur le plan historique, il y a des documents qui démontrent clairement qu'il y a eu l'allégeance, ce qu'on appelle en droit musulman, la baïa. Les chefs de tribus locaux ont toujours prêté allégeance au sultan du Maroc.
Alors, comment peut-on aujourd'hui parler de Sahara comme étant un pays alors qu'il n'a jamais existé? Voilà, donc je dis que cette nouvelle dynamique est une très bonne chose pour le Maroc, et je crois que je félicite, j'en profite de cette occasion pour féliciter encore une fois la diplomatie marocaine qui a su défendre ses intérêts, et je crois que la question est quasiment résolue aujourd'hui. Je crois que le plan proposé par Sa Majesté Mohamed VI est le seul plan aujourd'hui accepté par toutes les grandes nations du monde. Même la Russie et la Chine se sont abstenus du vote, mais ils n'ont pas exercé leur droit de veto, donc ils ne sont pas forcément contre à cette solution. Aujourd'hui, on observe une recomposition profonde de l'ordre diplomatique mondial avec le retour, moi j'appelle d'une diplomatie plus brutale et transactionnelle, incarnée notamment par l'administration Trump. Pensez-vous que l'ordre diplomatique international est en train de changer durablement? Et comment les États comme les Comores devaient-ils s'adapter à cette nouvelle réalité? Je pose la question à l'ancien ministre des Affaires étrangères, justement. Vous savez, nous sommes très vulnérables. Cette nouvelle donne, ce qui vient de se passer aujourd'hui au Venezuela, n'est pas de bon augure, dans ce sens que une notion fondamentale en droit international vient d'être violée. C'est le principe de la souveraineté des États. Jusqu'à présent, le droit international, la doctrine du droit international a toujours défini la souveraineté comme la base même de l'existence d'un État. Or là, quand on rentre dans un pays, on renverse un pays, on prend un chef d'État, très peu de gens vont regretter Maduro parce que ce n'était pas un démocrate. Je crois que c'est un dictateur sanguinaire qui a fait... Mais il ne mérite pas cette sorte. Mais pour moi, c'est la violation du droit international qui me perturbe et qui me gêne. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué à la déclaration du président Macron. Je crois que je peux comprendre tout ce qu'il a dit, mais il a simplement oublié de condamner cette violation. Et vous, aujourd'hui, vous condamnez cette... Écoutez, je ne suis rien pour condamner... Un ancien ministre des Affaires étrangères, quand même. Oui, mais un ancien reste un ancien. Je ne peux pas me positionner dans le passé. Je dis simplement que je regrette que la souveraineté ait été malmenée, et c'est un précédent fâcheux. Et demain, je crains que d'autres pays fassent autant. Je pense à la Chine qui peut aller à Taïwan. Et encore, quoique, parce que Taïwan, moi je suis de ceux qui suis convaincu que Taïwan appartient à la Chine. Comment va réagir l'Occident si demain la Chine venait à kidnapper le président taïwanais et à intégrer... Donc aujourd'hui, Alors, cette question se pose. Ou alors, peut-être que Poutine va regretter n'avoir pas plutôt kidnappé le président ukrainien pour changer la donne d'Ukraine. Donc des questions majeures risquent de se poser aujourd'hui dans le contexte politique international actuel, et je pense que la prudence doit être de mise. Pour ma part, je ne porte pas de jugement. Je dis tout simplement que je suis perturbé par cette mise à mal d'une notion fondamentale qui est la notion des souverainetés. Comment se comportait l'État comme les autres des Comores? Comment? Sur cette situation... Non, je n'oserais pas. Pas situation entre Venezuela et... Mais je parle de l'ordre international diplomatique. Aujourd'hui, on voit vraiment un changement qui sont en train de se faire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est préoccupant. Non pas, encore une fois, dans la singularité de la question vénézuélienne. Je ne vais pas regretter... je suis foncièrement démocrate. Donc moi, je crois en ces valeurs. Donc pour moi, ce n'est pas un modèle... Maduro n'était pas mon modèle politique en Amérique latine ou dans le monde d'ailleurs. Mais je dis tout simplement que ce qui s'est passé est un précédent dangereux, fâcheux. Et cette facilité avec laquelle la souveraineté a été mise à mal m'inquiète au plus haut point. Merci, Maître Fahmi Saïd Ibrahim. Merci pour votre disponibilité et pour vos échanges éclairés. Merci également à nos téléspectateurs et pour leur fidélité
Très bonne soirée à tous. Merci. Merci infiniment. Na humlalikani yaukana umpango hamanda unu haluha wa shikomor garjo hudunga harma zensi huzijao harma ye Facebook FM. Marhaba menji. Haja kajaumo huja te efrezo hanzari lawe hizani hamva wanyumeni wa mwenje wajua te efrezo ngujo mkaiziani mapano soler hunumanga hamfano omwenje wa 6 kilowatt ngojo balia mapano kume na maili habe hafif ya 5000 euro base. Omwenje wa 9 kilowatt ngojo balia mapano kume na manane na nazian la zadunga habe ya 7000 euro. He karibo de borijola wa hizani wadzimana te efrezo wewanzao omwenje wa 12 kilowatt te efrezo mujohereya ubadzima na mapano 28 habe ya 9500 mapesa ya euro. Weulio ihomasiwani wajuhanja mapano soler badzima na te efrezo ngojopara nambari ya simu inu 06 41 42 49 01. te efrezo ngujohereya mapano soler hautaha mrulio kunu komor ya ukaizieo hobo nyumba juu. Te efrezo hajusa umhono wajau wa ukaizia owanru ze kamera za video de surveillance zomalahoni rangu dahunu manga. Ulio iho komor uzitahao te efrezo ngujohereya ezana na te efrezo Woniso yauka ezana zinu hazontipia gizona garantie. Pour les sociétés professionnelles et les non professionnelles, vous pouvez contacter TF Réseau sur le 06 41 42 49 01. TF Réseau est disponible à vous accompagner.